le temps pour moi d'accueillir Gilles De Weck, qui est chercheur à l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, par ailleurs professeur à l'ENS Paris-Saclay, chercheur et enseignant en informatique, pour une conférence qui se déroulera en 2 temps. Je vous proposerai une quarantaine de minutes d'intervention de la part de Gilles De Weck, qui seront suivies d'un temps d'échange qui vous sera consacré. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à faire part de vos questions sur la plateforme Q&R. Je vous présenterai tout à l'heure les modérateurs, modératrices qui seront chargés de surveiller justement vos productions, les productions de questions, remarques ou contributions dont ils se feront les porte-parole à l'issue de cette séquence. Donc, première séquence, Gilles De Weck, je vais vous proposer de nous faire part de cette première intervention sous forme de conférence. Qu'est-ce qu'une société numérisée? Alors, certes, nous construisons des objets informatiques aujourd'hui, ordinateurs, réseaux, logiciels, etc. Puis en fait, en réalité, c'est depuis longtemps, puisque depuis les années 40, que nous produisons ce genre d'équipement et d'innovation sur le plan du numérique. Et cette construction a changé toutes nos activités liées au traitement de l'information. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire d'ailleurs toutes nos activités tout court. Travailler, administrer, nous déplacer, nous divertir, apprendre. Donc, dans une telle société que nous connaissons, l'enseignement est profondément transformé, d'une part parce que notre rapport à la connaissance est lui-même transformé, d'autre part parce que le but de cet enseignement est de préparer les jeunes à vivre dans une société très différente de ce qu'elle a été par le passé. Alors, pour commencer, Gilles De Weck, bienvenue avant toute chose. Qu'est-ce que tout cela a changé pour l'homo sapiens que nous sommes? Qu'est-ce que l'informatique a changé dans nos vies, dans nos activités, dans nos vies en général? Bien, merci beaucoup pour votre invitation. J'avais préparé ma valise pour venir à Montpellier vous voir. Mais finalement, bon, comme vous l'avez compris, je n'ai pas eu besoin de cette valise et c'est finalement pas si mal pour discuter de ce qu'est la société numérisée. Et n'ayons pas peur des mots pour discuter des humains, des nouveaux humains que nous sommes devenus dans cette société. Et donc, quand nous évoquons cette idée d'une évolution importante, majeure, radicale, on peut choisir l'adjectif que l'on veut, de notre humanité dans une société numérique, dans une société numérisée, il y a toujours un certain nombre d'attitudes qui sont possibles. Donc, il y en a une qui consiste à dire que la notion d'humanité, bien sûr, transcende les évolutions techniques, mais on s'aperçoit en regardant les évolutions techniques du passé que ce n'est pas exactement le cas. Il y a une autre attitude qui consiste à essayer de partir de sa propre expérience. Et donc, vous êtes sans doute toutes et tous ici utilisatrices de Zoom, utilisateurs d'Android ou d'autres objets informatiques. Et donc, bien entendu, cette expérience est quelque chose d'important pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Mais il faut comprendre qu'il y a des milliers d'applications et que partir de son expérience de Facebook, qui est déjà différente de l'expérience de Facebook d'une autre personne, nous donne un tout petit aperçu de ce qu'est la société numérisée. Et donc, ça peut être une difficulté de méthode de partir de sa propre expérience parce qu'on risque de ne pas voir les transformations dans leur globalité. Et une chose qui est importante, c'est qu'en informatique, les choses sont souvent les choses importantes, l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. C'est-à-dire il faut essayer de chercher un peu derrière les apparences. Alors, une manière d'essayer de comprendre cette société et de comprendre que ces objets informatiques, les ordinateurs, les réseaux, les logiciels, les applications, etc., les bases de données, tout ça, ce sont des objets qui permettent de transformer de l'information. Et je vais vous donner un petit nombre d'exemples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire transformer de l'information? Eh bien, ça veut dire, par exemple, prendre deux nombres. Donc, ça, ces nombres constituent de l'information et les ajouter. Et ce qui constitue également le résultat de l'opération, c'est de l'information. Et donc, ça, on sait faire ça avec des algorithmes depuis 5000 ans et avec des machines depuis la machine de Pascal. Un autre exemple, et pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec le concept de nombre ou le concept de chiffre, c'est de prendre un dictionnaire et de chercher la définition d'un mot dans un dictionnaire. Donc ça, c'est une manière de traiter de l'information. Et un troisième exemple pour vous montrer que ça n'a pas juste à voir avec les chiffres et avec les lettres, mais également avec d'autres objets. Vous pouvez prendre une carte de géographie et puis vous pointez deux villes sur la carte et vous cherchez
le plus court chemin qui vous permet d'aller d'un point à un autre. C'est ce que vous faites tous les jours avec vos GPS. Et voilà, c'est une troisième manière de traiter de l'information. Et donc, pour comprendre l'importance d'avoir des objets techniques qui nous permettent de traiter de l'information, il faut se poser une question qui est quelle est la place du traitement de l'information dans nos vies. Et quand nous posons cette question, nous arrivons assez vite à la réponse que le traitement de l'information dans nos vies, c'est toutes nos vies. Et une manière d'en prendre conscience, c'est de se poser la question. C'est une question que je me suis posée il y a à peu près un an, au début du tout premier confinement, on va dire, au début de ce changement de style de vie temporaire que nous subissons aujourd'hui. Et je me suis posé la question, mais avant, quand on sortait de chez soi, pourquoi on sortait de chez soi? Et alors, je suis arrivé à trouver 7 réponses, hein, qui n'ont pas une vocation d'exhaustivité, mais je me suis dit, voilà, on sortait pour aller travailler, on sortait pour aller apprendre des choses, on sortait pour aller se soigner, on sortait pour aller faire des courses, on sortait pour aller voir des amis, on sortait pour aller voir des spectacles, on sortait parfois pour aller à la synagogue, à la mosquée, à l'église, au temple, etc., pour avoir une activité religieuse, pour participer à une cérémonie religieuse. Voilà, et donc ces 7 activités, aujourd'hui, ont des déclinaisons qui sont purement informationnelles. Le télétravail, la télémédecine, le téléenseignement, le téléachat, qu'on appelle le e-commerce, voilà, les apéros Zoom, bien entendu, les messes à distance, enfin, et la télévision. Enfin bref, donc vous voyez que ces activités sont des activités qui sont toutes des activités de traitement de l'information. Et donc nous voyons que l'essentiel de nos vies consiste à traiter de l'information, et de ce fait qu'avoir des artefacts, des objets techniques qui nous permettent de traiter de l'information change la nature même de notre existence. Alors, prenons un exemple. Que fait un médecin? Alors, un médecin peut avoir l'illusion ou l'idée qu'il soigne directement ses patients. Mais en fait, imaginez un rendez-vous chez un médecin. D'abord, le médecin vous écoute, donc vous lui transmettez de l'information. Le médecin, vraisemblablement, a fait des études de médecine avant, donc il a déjà une part d'information qui consiste à un grand nombre de connaissances sur les maladies et les traitements. Et finalement, avec ces 2 types d'informations qui sont mis en regard, il arrive à produire un troisième type d'information qui est une prescription, une ordonnance. Et en fait, le médecin, pendant le rendez-vous que vous avez eu avec lui, n'a fait que traiter de l'information. Du début à la fin, il a reçu de l'information, émis de l'information, etc. La médecine est une activité qui ne consiste qu'à traiter de l'information. Et c'est pour ça que la révolution informatique est une révolution qui est beaucoup plus importante que les révolutions industrielles, puisque les révolutions industrielles
au début, si j'ai bien compris, c'était surtout des questions de météo qui les avaient amenés à utiliser des réseaux et des ordinateurs pour avoir une météo locale très, très, très précise. Mais aujourd'hui, voilà, bon, il y a tout un tas d'objets informatiques qui sont utilisés dans l'agriculture, comme par exemple des tracteurs guidés par GPS, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais que je suis face à des gens beaucoup plus compétents que moi sur cette question. Et donc, vous voyez que le travail de l'agriculteur est aussi un travail de traitement de l'information. La météo, la géographie, le GPS, tout ça, c'est du traitement de l'information qui est essentiel au travail de la matière, qu'est le travail de la terre en soi. Alors, nous pouvons essayer un petit peu de brosser le portrait de ce que nous sommes devenus en partant des 4 grands concepts de l'informatique. Et donc, l'informatique est une science et une technique qui est structurée autour d'un certain nombre de concepts. Et une chose intéressante à voir, c'est que tous ces concepts existaient avant le développement de l'informatique. Ils existaient, pour certains, il y a des milliers d'années. Et ce que l'informatique a fait, c'est qu'elle a construit un discours cohérent à partir de ces concepts. L'informatique n'a pas inventé ces concepts, mais elle les a articulés comme les pièces d'un puzzle dont, on va dire, personne n'avait vu les relations, comme ça arrive souvent dans un puzzle, quand vous ouvrez la boîte, vous ne voyez pas les relations entre les pièces, mais à ce moment-là, au moment où vous pouvez les assembler, vous voyez les relations. Et donc, ces 4 pièces qui constituent l'informatique sont les notions d'algorithme, de langage, de machine et d'information. Et donc, essayons de voir en quoi chacune de ces notions a changé notre manière de vivre, notre manière de faire les choses, notre manière d'être au monde. Alors, commençons par la notion d'algorithme. Très, très souvent, avant que nous vivions dans une société numérisée, nous faisions un certain nombre d'opérations répétitives. Par exemple, le proviseur adjoint d'un lycée, qu'on appelait avant le censeur, chaque année devait faire l'emploi du temps de toutes les classes du lycée. Et puis il y avait un certain nombre de changements, bien entendu, l'emploi du temps se reproduisait un peu à l'identique, mais il y avait un certain nombre de changements, des nouvelles filières qui étaient créées, plus d'élèves, moins d'élèves, des classes qui étaient supprimées ou créées, etc. Et donc il fallait refaire les emplois du temps. Et donc chaque année, voilà, il y avait une période dans l'année où le proviseur adjoint faisait l'emploi du temps. Et une espèce de nouveau réflexe que nous avons acquis, c'est que quand nous avons répété la même opération 3 fois, nous nous disons, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser? Et en ce qui concerne la fabrication d'emplois du temps, il y a des algorithmes extrêmement performants qui fabriquent des emplois du temps beaucoup, beaucoup mieux que vous et moi, puisque bien sûr, il y a beaucoup d'informations à traiter. Les êtres humains, nous sommes assez bons pour traiter des petites quantités d'informations, mais pas des grosses quantités d'informations. Et donc, il y a un moment où on se dit, mais on va plutôt que répéter cette même opération, on va l'automatiser, c'est-à-dire on va inventer un algorithme qui permet de fabriquer des emplois du temps. Et ensuite, cet algorithme peut être utilisé chaque année, et bien sûr, il peut être utilisé dans chacun des lycées de France et du monde si on le souhaite. Donc ça, c'est cette première idée, c'est cette idée de ne pas répéter les choses, mais d'inventer un algorithme qui va les faire pour nous. C'est essentiellement un travail réflexif. C'est un travail qui consiste à se poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et est-ce que je ne pourrais pas le faire par un algorithme? Il y a une deuxième question qui est, est-ce que nous pouvons inventer un langage pour cela? Donc, par exemple, vous voulez communiquer une pièce de musique à un musicien, vous êtes compositeur, vous voulez vous voulez transmettre une pièce de musique, eh bien, à un instrumentiste, eh bien, vous pouvez bien sûr lui dire il faudrait jouer un do, puis il faudrait jouer un sol, et puis, etc. Mais ça ne marche pas. Donc, il faut inventer un langage. Et ce langage, c'est un langage que nous avons inventé au XIIIe siècle, qui s'appelle le langage des partitions. Et il y a un certain nombre de conventions. Le do, il se met là, il faut mettre la clé ici, il y a les barres de mesure, il y a des croches et des rondes. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, c'est des conventions. On a inventé un langage. Et de la même manière, si vous voulez, par exemple, fabriquer des emplois du temps, eh bien, vous ne pouvez pas fabriquer des emplois du temps en langue naturelle. Vous ne pouvez pas fabriquer des emplois du temps en français, en anglais ou quoi. Il faut inventer un langage qui permet de décrire des emplois du temps de manière à échanger cette information avec l'algorithme, avec la machine. Il y a une troisième question que nous nous posons systématiquement, qui est quelle machine devons-nous utiliser pour effectuer une certaine opération?
Donc, si vous voulez faire une addition, eh bien, une calculatrice suffit, ou vous avez sans doute une application sur votre téléphone qui permet de faire ça. Mais si vous voulez calculer la structure d'un bâtiment comme l'Opéra de Sydney, par exemple, vous ne pouvez pas le faire avec votre calculatrice. Si vous voulez prédire un séisme, ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, eh bien voilà, vous avez besoin d'ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants. Donc, il y a une question qui se pose, c'est à chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose, vous vous posez la question, quel est l'outil qui me permet de le faire? Et donc ça, c'est également un changement culturel assez important. Avant, je ne sais pas, on vous disait il faut faire un objet, il faut fabriquer un panier en vannerie, par exemple, bah, vous disiez bah, je vais le faire. Et maintenant, vous vous dites bon, est-ce qu'il n'y a pas une machine qui pourrait le faire? Et quelle machine pourrait faire ça pour moi? Et donc, c'est un peu toujours cette même idée de réflexivité, de nous interroger quels sont les processus que nous exécutons, quels sont les algorithmes que nous utilisons et est-ce que nous pouvons les objectiver, quels sont les langages que nous utilisons pour communiquer, est-ce que nous pouvons les objectiver également. Et ici, la même question se pose pour les machines. Donc, vous ne faites pas la même chose avec une calculatrice, un réseau, un robot, etc. L'identification de l'outil, du bon outil pour faire ce que vous voulez faire est essentielle. Et enfin, il y a notre rapport à l'information qui a également changé. Si on vous pose une question, par exemple, prenons une question un peu ancienne, mais sans doute vous ne l'avez pas oublié, est-ce que l'hydrochloroquine est utile pour soigner la Covid? Eh bien, vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non, vous pouvez répondre que vous n'en savez rien, mais vous pouvez aussi également vous demander, mais où est l'information qui me permettrait de répondre à cette question? Est-ce que cette information existe? Est-ce que des tests ont déjà été faits? Est-ce que les résultats de ces tests sont disponibles en ligne? Est-ce que je peux les utiliser? Est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Comment ont-ils été construits? Quelle est la méthode qui a permis de les construire? Et donc, cette idée que dans notre vie, nous passons notre temps à échanger de l'information, nous passons notre vie à échanger de l'information, nous a amené à nous poser la question, où est l'information? Et par exemple, je vous ai cité comme exemple l'idée d'avoir une carte de géographie, d'avoir 2 points sur la carte et de chercher le plus court chemin. Eh bien, vous pouvez assez naturellement vous dire, mais où est l'information géographique? Comment est-ce que je peux faire pour avoir la carte? Alors, la première solution, c'est de dire, je vais faire ma propre carte. Donc, vous pouvez vous-même faire des relevés topographiques, fabriquer une carte qui va vous permettre ensuite d'appliquer un algorithme de recherche de chemin sur une carte de géographie. Mais ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est bien sûr de vous dire qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça. Il y a des géographes qui ont fait ça pour vous, des géomètres également. Et donc, il faut essayer de trouver l'information là où elle est. Et surtout, il faut partager l'information. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un géographe qui fait une carte pour chaque GPS qu'on vend. Il faut avoir une seule base de données et partager cette information. Et donc, ça nous a mené à complètement changer nos modes de partage. Et donc, vous voyez que nous prenions ces 4 points, algorithme, langage, machine, information, nous voyons une des 4 grandes transformations de notre manière d'être au monde. Alors, cette nouvelle manière d'être au monde, elle a changé toutes nos activités. Donc, je vous avais un petit peu cité 7 types d'activités, pardon, qui étaient ce que nous faisions quand nous sortions avant la crise sanitaire. Mais nous pouvons un petit peu voir que dans chacune de nos grands secteurs d'activité, la donne a totalement changé. Alors, prenons un exemple, le travail. Je vous ai dit il y avait une grande partie de notre travail qui était répétitif. Et cette idée d'un travail répétitif, c'est ce que nous appelons, mais c'est un mot qu'il faut utiliser avec précaution, le taylorisme. C'est-à-dire, le taylorisme avait, disons, poussé jusqu'au paroxysme cette idée d'un travail répétitif fait par des humains. Et c'est-à-dire d'un travail inhumain fait par des humains. C'est ça le taylorisme, c'est ça la définition du taylorisme. Ça consiste à considérer les êtres humains comme des êtres inhumains. Et nous sommes largement sortis du taylorisme, mais la conséquence de ça, c'est que les machines travaillent à notre place. Il y a une diminution de la demande de travail qui est énorme. Et donc, je pense qu'un très bon exemple de ça, c'est l'agriculture. Il y avait une époque où, je ne vais pas citer de chiffres parce que je sais que mes chiffres seraient inexacts et qu'il y a très certainement des gens qui sont beaucoup plus experts que moi qui m'écoutent. Mais voilà, il y avait une époque où pour cultiver un hectare, il fallait un certain nombre de gens.
Et nous savons aujourd'hui qu'il en faut 10 fois moins ou 100 fois moins. Alors pourquoi? Parce que nous avons des GPS, des tracteurs, etc., mais également des réseaux qui nous apprennent la météo, etc., et des réseaux qui nous permettent de vendre les produits de l'agriculture en ligne, etc. Donc voilà, il n'y a quasiment plus de besoin d'agriculteurs. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y aura toujours besoin d'un tout petit nombre d'agriculteurs, mais il y a besoin d'un tout petit nombre d'agriculteurs pour produire autant qu'avant. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce que ces gens vont faire? Qu'est-ce que ces gens qui avant qui travaillaient et qui maintenant sont désœuvrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça, c'est une des principales questions qui se posent aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut, dans notre pays où il y a 66 millions de personnes, il y en a en gros 24 millions qui travaillent. Il y a 42 millions de gens qui ne travaillent pas. C'est énorme, c'est quasiment 2 tiers des gens qui ne travaillent pas. Alors, quand je dis ça, tout le monde me dit, mais où se cache-t-il? Alors, effectivement, où se cache-t-il? Alors, il y a d'abord des enfants. Alors, bien sûr, tout le monde est très choqué quand j'envisage l'idée que les enfants puissent travailler, mais les enfants ont très longtemps travaillé, ou en tout cas, les personnes de moins de 16 ans ont très longtemps travaillé. Il y a bien entendu, donc il y a 12 millions de gens qui ont moins de 16 ans en France à peu près. Il y a les retraités, donc il y a 12 millions de gens qui ont plus que 65 ans. Alors la plupart du temps, ils me disent, mais enfin, vous voulez quand même pas qu'on continue à travailler jusqu'à 65 ans? Je leur dis, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous avez tout à fait raison de revendiquer un droit à la paresse, mais il faut comprendre que c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous avez 12 millions de gens qui sont entre 16 et 65 ans et qui ne travaillent pas, donc une grande partie d'étudiants qui n'ont pas un emploi. Mais également tout un tas d'autres gens qui ont décidé de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants, pour voyager, parce qu'ils sont rentiers, parce que voilà, exactement, enfin, tout un tas de situations. Et vous avez un très grand nombre de chômeurs. Vous avez entre 3 et 6 millions de chômeurs selon la manière dont vous calculez le nombre de chômeurs. Donc vous voyez que quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez une énorme part de la population dont l'unique activité est d'apprendre des choses. Et donc c'est merveilleux. Le fait que, en fait, beaucoup de temps que nous avons libéré de temps de travail est devenu du temps d'apprentissage, mais également voilà, des retraités qui, voilà, je vais vous rappeler une époque un peu révolue, qui partent en vacances en charter à l'autre bout du monde et qui découvrent de nouvelles cultures, etc., ou qui vont juste bronzer sur la plage, c'est leur choix. Et puis, vous avez tout un tas de gens qui décident d'avoir une activité autre qu'une activité qui est spécifiquement du travail. D'ailleurs, pour me faire beaucoup d'ennemis parmi les enseignants, mais parmi mes collègues enseignants, il faut nous rappeler que beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme du travail, pendant longtemps étaient considérées comme des loisirs. Et l'une d'elles est d'enseigner. Et donc, vous savez sans doute que école devient du mot grec scolé, et que scolé en grec signifie le loisir. Donc, on va à l'école pour s'amuser, on ne va pas vraiment pour travailler. Donc, il faudrait peut-être à ces 24 millions de personnes qui travaillent réellement retirer tous les enseignants qui, en fait, ne font que s'amuser à transmettre des connaissances. Alors, bien entendu, les enseignants, comme les 42 millions autres, ils se posent la question de savoir comment leur donner un revenu. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils n'ont pas le droit à un revenu, puisque c'est les machines qui produisent. Et donc, ça nous amène à penser une organisation de la société complètement différente, où le lien qu'il y a entre travail et salaire, bah, finalement, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut repenser dans une société où c'est les machines qui travaillent pour nous? Un autre exemple, c'est la notion de propriété. Je vous ai dit, il est important de partager des données. Si nous vendons des données, si les données ont un prix, si les données ont un coût, eh bien, vous voyez que ça limite énormément leur diffusion. Et donc, ça pose une question de savoir pourquoi est-ce qu'avant, les objets avaient un coût. Et alors, les économistes ont très bien répondu à ça. Ils nous disent, si vous mettez un litre d'essence dans votre tracteur ou un litre d'essence dans votre voiture et que vous roulez 10 km, le litre d'essence est consommé. Et donc, vous ne pouvez pas mettre ce même litre d'essence dans une autre voiture pour rouler 10 km à nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rivalité des biens économiques. Vous pouvez les utiliser une fois que vous les avez utilisés, ils sont détruits. L'information marche exactement à l'inverse. C'est-à-dire, l'information, vous avez fait une carte de géographie, c'est de l'information, vous l'utilisez dans votre GPS, ça n'empêche nullement quelqu'un d'autre de l'utiliser dans son propre GPS. Donc, le coût marginal de l'information est nul. Et donc, si vous pensez que le prix doit être égal au coût marginal, ce qui est une hypothèse, eh bien, le prix doit être nul. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une émergence d'une économie de la gratuité dans la société numérisée, avec un retour de certaines utopies liées à la gratuité qui ont existé historiquement. Et enfin, en ce qui concerne les institutions, nous devons nous poser la question, mais que sont les institutions? Et les institutions sont bien entendu uniquement des machines à traiter de l'information.
Le maire d'une petite ville peut croire que c'est lui qui construit l'école ou c'est lui qui plante les arbres, mais pas du tout. Le maire d'une petite ville, tout ce qu'il sait faire, c'est traiter de l'information. Il y a un jardinier qui va planter les arbres, il y a un maçon qui va construire l'école, mais l'essentiel de l'activité politique, de l'activité institutionnelle, la raison pour laquelle nous avons des présidents de la République, des ministres, etc., c'est uniquement parce que c'est des objets qui traitent de l'information, en particulier qui agrègent des préférences, qui agrègent de l'information qui viennent de tous les citoyens, enfin au moins dans les démocraties, pour prendre des décisions. Et donc, dans un monde où tout le monde s'exprime tout le temps, par exemple, il se pose la question, pourquoi est-ce qu'on vote une fois tous les 5 ans? Vous pouvez donner votre opinion politique tous les jours. Tous les jours, vous pouvez parler, donner votre opinion et échanger des opinions avec les autres. Et une fois tous les 5 ans, on vous pose la question, maintenant, c'est le jour de donner votre opinion. Mais en fait, non, vous l'avez donné tous les jours. Donc, bien entendu, ces institutions vieillissent du fait de l'omniprésence de l'information, alors qu'elles ont été pensées dans un monde institutionnel, dans un monde informationnel où l'information était rare. Au XVIIIe siècle, l'information était rare et c'est pour ça que Locke, Montesquieu, etc. ont inventé ce type d'institution qui est adapté à la rareté de l'information. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons une société d'abondance de l'information et la crise politique que nous traversons est une explication extrêmement simple. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller chercher les complotistes ou je ne sais quoi. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'informations et nos institutions ont été prévues dans un monde où il y avait peu d'informations. Voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire en 20 minutes sur la société numérisée dans laquelle nous vivons. Et bien entendu, un des secteurs qui est complètement transformé par cette numérisation du monde est l'éducation. Ah, justement, ouais, merci Gilles de Weck pour ces premiers éléments de réflexion sur la société en général. Mais effectivement, je pense qu'il va être intéressant maintenant d'entrer dans la question qui intéresse le plus grand nombre de nos participants, au-delà de la société dans son ensemble, les conséquences pour l'enseignement en particulier. Alors, quel est votre double point de vue en la matière, non seulement en tant qu'expert du numérique, mais également en tant que prof vous-même, ce qui vous donne une double légitimité quelque part dans vos réponses. Quelles sont vos observations concernant l'enseignement? Dans quelle école ou vers quelle école allons-nous? Alors, je ne revendique aucune légitimité, mais je vais faire exactement le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je vais essayer de partir là pour le coup de ma propre expérience Oui. d'enseignant. Et on doit partir d'un constat qui est que jusqu'à, il y a, mettons, une cinquantaine d'années, jusqu'à ce qu'on invente les ordinateurs, les réseaux, etc., si vous voulez quelques dates un peu précises, le premier article d'informatique, le premier article qui, dans la classification des articles scientifiques, est un article d'informatique, c'est un article de 1936 d'Alan Turing. Et les premiers ordinateurs ont été construits, ça dépend de ce qu'on appelle un ordinateur, mais on va dire dans les années 40 et plutôt à la fin des années 40. Mais donc, ça fait quand même plus de 70 ans que nous avons ces objets. Donc, si nous essayons de nous placer avant, donc mettons dans les années 30, et que nous nous posons la question qu'est-ce qu'était un enseignant dans les années 30, une réponse possible est qu'un enseignant était un réservoir à connaissances. C'est-à-dire vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait de l'essence, vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait des grains de blé, des silos, et puis vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait les connaissances, et ça, c'était les enseignants. Et une des conséquences de ça est qu'il y avait un organe particulier de l'enseignant qui était sa bouche, et sa bouche était la source d'où jaillissait la connaissance pour le reste du monde. Alors, c'était sans doute une situation très, très, très agréable. C'est une situation dont beaucoup d'enseignants parmi nous ont connu, on va dire, la toute fin. Je pense que quand nous enseignions dans les années 90, nous étions encore un petit peu sur ce modèle que l'enseignant était le dépositaire de la connaissance, le réservoir de la connaissance, et qu'un cours était un moment, une cérémonie pendant laquelle la connaissance sortait de la bouche de l'enseignant pour entrer dans les oreilles des apprenants. Et aujourd'hui, nous devons faire un constat, c'est que l'information est partout. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'information, bien entendu, à l'intérieur des enseignants qui continuent à être des réservoirs d'information, mais il y a de l'information, il y a des réservoirs d'information bien plus nombreux et bien ailleurs. Donc, si vous faites un cours sur Charlemagne, si vous faites un cours sur la géométrie du triangle, si vous faites un cours sur Jules Verne, si vous faites un cours sur la duplication de l'ADN, eh bien, il y a déjà tout ça dans Wikipédia et il faut le savoir. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si ce que vous dites sur Charlemagne n'était pas dans Wikipédia, ou si vous dites sur les médiatrices du triangle n'étaient pas dans Wikipédia. Et non seulement c'est dans Wikipédia, mais tout le monde le sait.
Et alors, si jamais ce n'est pas dans Wikipédia, bon, ça peut arriver, il y a quelques pages de Wikipédia qui ne sont pas si bien faites, eh bien, vous avez forcément un de vos collègues qui a déjà fait un cours sur Charlemagne, Jules Verne, la géométrie du triangle, etc., et qui peut-être a mis son cours en ligne. Alors, ça veut dire quoi mettre un cours en ligne? Ben, ça veut dire mettre des vidéos en ligne, ça veut dire mettre des notes de cours, ça veut dire mettre des feuilles d'exercice, ça veut dire mettre des corrigés de dissertation. Et donc, tous ces objets se trouvent en ligne et ils sont accessibles à tout le monde. Et moi aussi, à un moment, je me suis dit, bah, pour communiquer avec mes étudiants, c'est bien que je leur donne mes notes de cours, c'est bien que je leur donne les transparents. Alors, aujourd'hui, je n'utilise pas de transparents, mais dès que j'ai besoin d'écrire des formules mathématiques ou des programmes, j'utilise des transparents. Et donc, je mets ces transparents en ligne. Vous pouvez les trouver sur mon site web. Et puis, je me suis aperçu que des étudiants qui n'étaient pas mes étudiants les regardaient, parfois me posaient une question. Mais je me suis surtout rendu compte que mes propres étudiants regardaient les cours de mes collègues. Voilà, donc ces étudiants, ils viennent à la fin me défier. Ils viennent me défier à la fin du cours. Ils me disent, voilà, vous avez dit ça dans votre cours, mais votre collègue qui enseigne dans l'université voisine dit les choses, pas nécessairement de manière contradictoire, mais de manière un peu différente. Donc, un exemple de ça, si vous faites alors c'est pas mon cas, mais si vous donnez votre analyse sur les raisons de la chute du mur de Berlin, comme vous le savez, tout le monde a sa propre analyse et tout le monde sait pourquoi, tout le monde sait ce qui a provoqué la chute du mur de Berlin, bah, vous pouvez très bien trouver un autre enseignant d'histoire qui a proposé des hypothèses un peu différentes. Et ça, vos étudiants le savent. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire semblant qu'ils ne le savent pas. Alors, il y a un paradoxe ici, c'est que est-ce que nous discutons de la société numérisée, est-ce que nous discutons des ordinateurs, des réseaux, ou est-ce que nous discutons de l'invention de l'imprimerie? Puisque, après tout, avant Wikipédia, il y avait d'autres encyclopédies, et ces encyclopédies étaient au CDI. Donc, les lycéens, les étudiants pouvaient aller à la bibliothèque et regarder l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou l'encyclopédia Universalis, ou l'encyclopédia Britannica. Tous ces trucs existaient, bien entendu, dans les années 30 et existaient depuis des siècles. Alors, il faut comprendre que Wikipédia, c'est beaucoup mieux, en fait. C'est beaucoup mieux que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et c'est beaucoup mieux pour une seule raison, que nous avons déjà évoquée tout à l'heure, c'est la place de l'information. C'est-à-dire, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, elle fait 17 volumes. Et Diderot et d'Alembert ne pouvaient pas faire une encyclopédie qui faisait 1 million de volumes. C'est juste pas possible. Personne n'achète d'encyclopédies qui font 1 million de volumes. Donc, il faut que l'encyclopédie ait une forme géométrique et une taille qui soit compatible avec la taille de la bibliothèque ou avec la taille de votre salon si vous avez une encyclopédie dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque de votre salon. Et donc ça veut dire que sur chaque entrée, il y a une taille maximale. Donc une entrée dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert fait souvent 3 ou 4 paragraphes, parce que voilà, il faut que ça tienne en 17 volumes, et il faut traiter tout dans un petit espace. Il n'y a rien de similaire dans Wikipédia. Si vous voulez faire juste une entrée de Wikipédia qui fait 50 pages, vous pouvez. Et si vous avez de l'information pertinente à ajouter à des choses qui sont déjà là, eh bien, vous pouvez l'ajouter dans Wikipédia. Et donc, le changement de support a fait qu'il n'y a aucune limite sur la quantité d'informations qu'on peut mettre dans Wikipédia. Et ça change complètement la nature même de l'encyclopédie. Alors ça, c'est un des premiers aspects. Et l'autre aspect, c'est qu'il est devenu possible d'interroger Wikipédia avec un moteur de recherche. Donc, je vais vous donner un petit exercice à faire. Allez au CDI du lycée, je suis sûr qu'il y a ou à la bibliothèque de l'université, c'est comme vous voulez, et je suis sûr qu'il y a des livres de recettes au CDI ou à la bibliothèque, et essayez de trouver la recette des profiteroles. Ben, vous verrez que c'est compliqué, parce que la recette des profiteroles n'est pas dans tous les livres de recettes. Donc, vous devrez essayer de regarder dans le premier livre de recettes. Vous allez trouver une recette, peut-être pas. Alors, si vous n'en trouvez pas, il faut regarder le deuxième livre de recettes, etc. Et donc, dès que vous vous posez une question un peu concrète, essayez de trouver le bouquin dans la bibliothèque universitaire qui répond à cette question. Demande parfois des heures, parfois des mois. Vous passez à côté du bouquin, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas que cette information est dans ce bouquin-là. Et ça, c'est parce que la bibliothèque de l'université, le CDI, n'est pas indexé. Et la différence entre le web, on peut aller un peu au-delà de Wikipédia, entre le web et la bibliothèque du lycée ou l'université, c'est que le web est indexé. Et donc, vous tapez simplement Profiterole dans un moteur de recherche. Et une fois que vous savez utiliser un moteur de recherche, vous pouvez trouver la recette des profiteroles tout de suite. Et donc, vous pouvez trouver l'information dont vous avez besoin immédiatement. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu par hasard. Une fois, je me suis dit, mais depuis quand est-ce qu'on note les nombres à virgule? Est-ce que dans l'Antiquité, on notait les nombres avec des virgules, comme 3,5, ou est-ce qu'on avait des fractions comme 7 divisé par 2?
Et donc, j'ai tapé la question dans un moteur de recherche, depuis quand utilise-t-on des nombres à virgule? Et je suis tombé sur un mémoire de master d'une historienne qui avait, dans une université belge, j'ai oublié laquelle, je suis désolé, si elle m'écoute, je la remercie de son travail, qui avait exactement fait un travail sur l'histoire des nombres à virgule. Allez à la bibliothèque et essayez de tomber sur ce mémoire de master. Comment est-ce que vous allez faire? C'est extrêmement difficile, alors que là, je l'ai trouvé en une minute. Et alors, la recette des profiteroles nous incite à avoir un peu d'esprit critique. Alors, j'ai trouvé finalement 2 recettes des profiteroles sur le net. Alors, je suis désolé parce que la première est dans un journal dont je ne suis pas responsable du nom, qui s'appelle Le Journal des Femmes. Je ne trouve pas que ce soit un très bon nom pour un journal, mais je vais le prendre tel qu'il est. Et qui nous propose de mettre 150 grammes de farine pour 50 grammes de beurre. Et j'ai trouvé une autre recette sur Marmiton qui nous propose de mettre 125 grammes de farine. Donc, je me suis dit, bon, s'il y a moins de farine, il y aura sans doute moins de beurre. Et donc, s'il y a moins de farine, et en fait, pas du tout, il y a 60 grammes de beurre. Donc, vous voyez que la recette de Marmiton, il y a beaucoup plus de beurre par rapport à la farine. Et en plus, dans Marmiton, il nous propose d'ajouter 50 grammes de sucre, ce que la première recette sur le site Journal des Femmes ne proposait pas. Et donc, vous voyez que ici, la conclusion que vous tirez nécessairement quand vous regardez les 2 recettes de profiterole, eh bien, c'est que ce n'est pas si important de savoir si vous mettez 50 grammes ou 60 grammes de beurre. Et il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs manières de faire les profiteroles. Et donc, vous entrez dans ce qui est une forme véritable de connaissance, c'est-à-dire dans l'idée qu'il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de vérité unique, mais vous êtes obligé de composer avec plusieurs sources d'informations qui peuvent être partiellement contradictoires. Et bien entendu, vous pouvez essayer de faire des profiteroles avec 1 gramme de farine et 1000 grammes de beurre, mais ça ne va pas fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que tout vaut tout, mais ça veut dire qu'il y a une certaine imprécision dans nos connaissances. Il y a des connaissances qui sont très précises, d'autres qui sont moins précises, etc. Et ça, il est inévitable que quand on utilise un moteur de recherche et des sites web, eh bien, on arrive à cette conclusion. C'est-à-dire même sur des dates, des interprétations de certains phénomènes ou de certains événements historiques, etc., eh bien, nécessairement, vous apercevez qu'il y a une certaine diversité et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'est la connaissance. La connaissance n'est pas une. Il y a des choses dont on est sûr qu'il y a une seule réponse. Par exemple, 2 et 2, ça ne fait que 4, ça ne fait ni 3 ni 5, mais il y a des choses sur lesquelles il y a une pluralité de réponses et il est important de savoir ça. Bien, alors une fois que nous avons fait ce constat qui, pour beaucoup d'entre nous, est une catastrophe, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, et je vais à nouveau citer Michel Serres, c'est de dire que c'était mieux avant. Et par exemple, c'est ce que pensent ceux qui ont proposé et réussi à interdire les téléphones et les tablettes en classe. Voilà. Donc, surtout, n'utilisons pas Wikipédia en classe et gardons notre rôle de source de la connaissance. C'est de nous que doit sortir la connaissance. Certains sont même favorables à l'interdiction du Wi-Fi dans leur établissement. Alors là, c'est absolument sûr que s'il n'y avait plus Wi-Fi, ni tablette, etc., ni téléphone, et alors à ce moment-là, l'enseignant retrouve son statut de roi de la connaissance. Mais est-ce que ça va marcher sur le long terme? Les élèves ne sont pas complètement naïfs. Ils voient bien que vous pouvez leur interdire d'utiliser une tablette, d'utiliser Wikipédia en classe, mais bon, voilà, un jour, ils vont sortir de la classe et ils pourront avoir accès à d'autres formes de connaissances. Donc moi, ce n'est pas la solution que je propose, vous l'avez compris. Je crois qu'il faut plutôt que nous essayions de comprendre que nous restons indispensables, les enseignants, même dans un monde où l'information est partout. Et une manière de comprendre ça, c'est de faire une expérience de pensée. Donc, cette expérience de pensée, ne la faites surtout pas avec un vrai bébé, parce que ça pose quelques petits problèmes éthiques. Si vous prenez un bébé qui vient de naître et que vous le mettez dans un caisson étanche avec Wikipédia, eh bien, il est à peu près certain, j'avais fait l'expérience, mais j'ai une certaine idée du résultat, je pense que le bébé ne va pas apprendre la mécanique quantique. Oui. Donc, il ne suffit pas d'avoir un bébé et Wikipédia pour que le bébé apprenne la physique quantique. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin d'un médiateur entre la connaissance et l'apprenant. Et donc, vous voyez qu'il y a ici une espèce de petite bascule, c'est-à-dire nous étions la source de connaissances et maintenant nous devenons le médiateur entre la source de connaissances et l'apprenant. Voilà, et peut-être il faut vivre avec ça. Et donc, à quoi servons-nous? Eh bien, on peut prendre un grand nombre d'exemples. Vous avez un élève qui ne sait pas, par exemple, faire la synthèse de ce qu'il lit dans Wikipédia pour préparer un exposé. Alors, c'est extrêmement difficile. Je vous ai dit, Wikipédia est pléthorique.
Donc, si vous prenez n'importe quelle entrée de Wikipédia et que vous devez parler 20 minutes sur un sujet, eh bien, c'est très difficile. Vous n'avez pas cette possibilité. Et il faut des années d'apprentissage pour essayer de retrouver la bonne information dans Wikipédia, pour apprendre à construire un exposé, pour apprendre à construire une intervention avec la quantité d'informations qui se trouve dans Wikipédia. Dès qu'on sait lire, on peut commencer cette activité. Mais si vous travaillez, je ne sais pas, avec des élèves de CE2, par exemple, pour préparer un exposé à partir de Wikipédia, c'est un travail qui est monstrueux pour eux. Donc, il faut bien entendu qu'on leur apprenne et qu'on leur apprenne petit à petit, en commençant par des petits exposés qui partent de peu de données, puis en ouvrant la quantité de données qu'on leur donne en entrée, donc pour aller potentiellement jusqu'à une entrée complète de Wikipédia. Et ça prend des années. Ça va du CE2 jusqu'à la fin du collège. Un autre exemple, prenez une élève, elle ne sait pas ce qui est important et ce qui est secondaire, par exemple dans la grammaire du français. Vous voyez, vous lui présentez tous les temps et tous les modes. Il y a 23 temps en français. Votre élève n'a aucune raison de savoir que le présent de l'indicatif vient avant l'imparfait du subjonctif, qu'il est plus utile de connaître le présent de l'indicatif et qu'il faut commencer par apprendre ça. Et ça, c'est le rôle du médiateur, c'est le rôle de l'enseignant. Donc, votre élève ne saura pas, par exemple, que la négation est plus importante que le ne explétif. Et il faut que nous l'aidions à séquentialiser ces apprentissages avant qu'elle ne s'y perde. Et vous voyez, ça, bien entendu, on peut commencer par le nœud explétif, mais on n'apprend pas la grammaire. On n'apprend pas la grammaire comme ça. Donc, cette question de séquentialisation des enseignements, c'est notre rôle. Même si toute l'information est là, elle n'est pas séquentialisée. C'est à nous d'aider les étudiants, d'aider les apprenants à la séquentialiser. Vous avez un élève qui peut tomber sur la page Wikipédia qui parle des angles, ou sur n'importe quel autre cours en ligne qui parle des angles. S'il ne comprend pas à quoi sert la notion d'angle, il ne va jamais apprendre la notion d'angle. Donc, c'est notre rôle de faire avec eux des cadrans solaires, par exemple, pour leur montrer à quoi servent les angles. Et une fois qu'ils auront fait des cadrans solaires, qu'ils voudront améliorer leurs cadrans solaires, ils vont commencer à s'intéresser à la théorie des angles. Si vous avez un élève qui fait un projet de programmation ou un projet de construction, de construire une petite cabane au fond du jardin, etc. Et que cet élève est découragé par l'ampleur de la tâche. Ça arrive assez souvent, ça nous arrive nous-mêmes d'être découragés par l'ampleur d'une tâche. Qu'est-ce qu'il faut lui apprendre? Il faut lui apprendre à redéfinir ses objectifs. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Il faut définir des objectifs réalistes. Parfois, les objectifs sont trop ambitieux, parfois pas assez. Et donc, la conduite d'un projet, c'est de tout le temps réinventer ses objectifs. Et donc, vous voyez que même si nous vivons dans un monde qui est radicalement différent de celui des années 30, et le rôle de l'enseignant ne peut pas être le même que dans les années 30, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Notre rôle en tant qu'enseignant sera toujours nécessaire. D'ailleurs, le nombre d'enseignants dans le monde augmente, hein, donc il n'y a pas de risque que nous disparaissions. Mais en revanche, nous avons un métier qui est complètement à réinventer. Et ce n'est pas la première fois que nous devons réinventer notre métier, puisque quand l'imprimerie a été inventée, eh bien, il s'est posé la même question. Avant l'invention de l'imprimerie, rappelez-vous, le rôle de l'enseignement, c'était que les apprenants apprennent par cœur des textes, de manière à ce que les textes soient transmis d'une génération à l'autre. Et donc, quand Rabelais, Montaigne, etc., se saisissent des questions pédagogiques après l'invention de l'imprimerie, c'est parce qu'on se dit, on n'a plus besoin de... Voilà, maintenant les textes vont être imprimés, ils vont être partout, donc c'est plus la peine de connaître l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et vous voyez que Rabelais et Montaigne ont des réponses très différentes. Rabelais est celui qui, grâce à l'imprimerie, voit l'énorme quantité d'informations que l'imprimerie déjà donne par rapport à ce qu'il y avait avant. Et il s'en réjouit. Et Montaigne est celui qui dit attention, la quantité ne fait pas la qualité. Il faut continuer à avoir, il faut continuer à viser la qualité, quelle que soit la quantité par ailleurs. Donc, ces débats qui ont lieu au XVIe siècle, c'est à peu près les mêmes mutatis mutandis qui arrivent aujourd'hui. Et donc, c'est pas la première fois que les enseignants ont à se réinventer. Et nous, alors bon, j'ai peu de souvenirs du XVIe siècle, mais nous avons bien réussi à le faire au XVIe siècle. Il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas aujourd'hui.
Et on peut même penser que nous avons la chance de vivre à une époque où notre métier doit être réinventé, puisque au lieu, je ne sais pas, comme dans les enseignants des années 20 et des années 30 qui enseignaient un peu comme on enseignait en 1900 ou en 1890, voilà, c'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'inventer de nouvelles pratiques pédagogiques et c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de se réinventer plutôt que de se répéter sans cesse. Et pour terminer, je voudrais terminer sur un message qui est celui, je crois que beaucoup d'entre nous ont peur, et légitimement, de cette réinvention nécessaire, et nous avons surtout peur de faire des erreurs. Et je crois que alors que nous avons passé notre vie à expliquer à nos élèves, à expliquer à nos étudiants, à expliquer aux apprenants que c'est de ces erreurs qu'on apprend, je pense que c'est un principe qu'aujourd'hui nous devons nous appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons faire des expériences pédagogiques et nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà. Si nous faisons des erreurs, bah, peut-être une année notre cours ne sera pas bon, une année notre cours sera inefficace. Voilà, il y aura une génération qui n'aura pas eu la chance d'avoir un excellent cours comme nous savons le faire, mais c'est pas si grave parce que tous les grands inventeurs et tous les grands réinventeurs ont toujours fait des erreurs, ont toujours appris de leurs erreurs, et c'est comme ça que collectivement nous pouvons progresser. Je vous remercie. Merci à vous, merci Gilles Deweck, vous restez avec nous bien sûr. Merci beaucoup pour cette première conférence très dense, mais également tout à fait conforme à l'espace que nous lui avions consacré en termes de temps, ce qui va nous permettre de nous tourner vers nos participants pour vérifier la présence de questions et leur nature. Pour ce faire, je vais faire appel à nos modérateurs, en l'occurrence une modératrice et un modérateur, en les personnes d'Hélène Vaxeler, qui est formatrice responsable du centre de documentation de l'Institut Agro-Florac, et Christian Reich, formateur à l'Institut Agro-Florac également, par ailleurs contributeur à la coordination des rencontres avec d'autres. Question posée sur l'interface Q et R, comme vous avez bien voulu vous y prêter depuis tout à l'heure, sachant que l'espace conversé est réservé, si possible, aux questions d'ordre technique. Alors, tout est enregistré sur ce fil des questions, donc s'il y a des questions en souffrance à l'issue de cette partie de cette séquence de questions-réponses, évidemment, les conférenciers eux-mêmes pourront y répondre s'ils le souhaitent par écrit dans cet espace, à l'issue de ce temps d'échange en direct, ou même à l'issue de leur conférence, répondre à d'autres questions que celles qui nous seront transmises par nos modérateurs. Alors, y a-t-il des questions à ce stade? Et quelles sont-elles? Je me tourne vers Hélène. Christian, je ne sais pas comment vous vous êtes organisé. Je sais que vous avez surveillé ce fil des questions tout le temps de la présentation de Gilles. Voilà, donc c'est moi qui commence en fait. Et donc d'abord, je vous rappelle que s'il y a une question que vous vouliez poser qui apparaît déjà dans QR, vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour dire que vous êtes d'accord avec ça. C'est comme ça qu'on les hiérarchise. Donc une question qui est autour de est-ce qu'il y a des domaines professionnels pour lesquels l'utilisation des machines n'est pas possible et plutôt pas souhaitable, notamment dans le domaine du vivant. Et là, dans le domaine du vivant, on parle d'agriculture, mais aussi d'enseignement, de soins, avec le risque de se couper des réalités, de la complexité également, et donc des possibilités de développer des intelligences. Donc, la machine peut-elle est-elle souhaitable dans tous les domaines, notamment ceux qui touchent au vivant? Alors, non, bien entendu. Et c'est pour ça que nous adossons toujours ces réflexions en informatique, donc des réflexions sur les objets que nous fabriquons, à une réflexion éthique, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur où ces objets sont-ils utiles et où ces objets sont-ils potentiellement nuisibles. Et donc, il y a un exemple qui est un exemple qu'on cite très souvent, qui est l'exemple du soin. Et donc, si vous avez par exemple votre grand-mère dont vous vous occupez tous les jours, vous pouvez à un moment dire mais peut-être on pourrait me remplacer par un robot. Et en fait, non, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Alors, non pas que le robot ne saurait pas s'occuper de votre grand-mère, ce n'est pas ça la question. La question est que ce qui fait lien dans la société, c'est précisément le fait que vous vous occupiez de votre grand-mère et que votre grand-mère, il y a quelqu'un de vivant qui s'occupe d'elle, qu'il y a un autre être humain qui s'occupe d'elle. Et donc, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous pouvons décider. Nous faisons, c'est des choses qui sont quotidiennes pour nous les informaticiens de se poser cette question et de répondre non. Voilà, donc nous décidons de ne pas utiliser ici un robot ou
un ordinateur à la place d'un aidant ou d'une personne de la famille ou d'une personne qui peut manifester une forme de sollicitude. Alors, cependant, si on reprend cet exemple précis, eh bien, on s'aperçoit que il ne faut pas non plus aller trop loin, c'est-à-dire si vous privez votre grand-mère de téléphone en disant mais c'est pas grave, je vais venir une fois par semaine te parler, c'est toujours mieux de se parler en direct que de se parler au téléphone, eh bien ça peut être considéré comme de la maltraitance. Si vous privez votre grand-mère, par exemple, d'un... Alors, il y a un truc qui est formidable, c'est si vous avez si votre grand-mère est diabétique ou si elle a des problèmes cardiaques, vous pouvez utiliser quelque chose qui n'existait pas par le passé, qui s'appelle un capteur, et donc sa glycémie ou son rythme cardiaque peut être mesuré en permanence. Et donc, avant, on mesurait la glycémie des personnes diabétiques tous les jours ou toutes les 6 heures, enfin, ça dépendait du... Et maintenant, on peut avoir en permanence une mesure de leur glycémie. Et donc ça, c'est le type d'appareils qui sont absolument essentiels. Et donc si vous Je me retourne de nouveau vers Hélène ou Christian pour prendre d'autres questions.
Ce sera Christian cette fois-ci. On a beaucoup de questions et donc je vais essayer d'en prendre, enfin je vais prendre une réaction et une question. Christelle qui nous dit l'information n'est pas de l'éducation, donc je vous laisserai réagir. Et Sylvanea qui nous demande, qui vous demande, l'enseignant n'est plus celui qui transmet de l'information, mais celui qui guide les élèves étudiants vers les bonnes informations. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis d'accord avec les deux. Le fait que l'information et l'éducation soient deux choses différentes, je crois que c'est précisément ce que j'ai essayé de dire. Mais je crois que ce que j'ai essayé de dire un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est que nous avons cru à tort que c'était la même chose pendant trop longtemps. C'est-à-dire, nous avons cru pendant trop longtemps, et c'était tout à fait explicable par l'état des techniques à ces époques-là, que l'enseignant était celui qui délivrait de la connaissance, qui délivrait de l'information, alors que nous comprenons aujourd'hui qu'être un réservoir d'information, être un réservoir de connaissances, même si je fais une différence entre ces deux mots, mais disons, être un réservoir d'information ne suffit pas. Et nous avons été accaparés par cette fonction de conservation de la connaissance pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, nous voyons que puisque nous avons délégué cette fonction de conservation de la connaissance à des machines, nous pouvons faire autre chose. Et ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que nous devons inventer cette autre chose, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec cette idée qu'il y a une différence entre l'éducation et l'information. Et je crois que, bien entendu, et ça va m'amener un peu à la deuxième question, pour guider les étudiants, pour guider les apprenants à digérer cette information, à se l'approprier, à en faire quelque chose qui est leur propre construction, il faut bien entendu que les enseignants restent savants. C'est-à-dire, on ne peut pas guider les enseignants dans cet océan de connaissances si soi-même on n'a pas un minimum de connaissances. Alors cela dit, moi ça m'est arrivé de me retrouver hors de ma zone de confort, c'est-à-dire j'aime bien guider les étudiants sur des choses que je connais bien, et puis j'arrive tout à fait à leur trouver les bonnes sources et à leur poser les bonnes questions et à définir avec eux des objectifs qui sont raisonnables, qui sont ambitieux sans être trop ambitieux, etc. Mais il faut aussi admettre l'idée que de temps en temps, eh bien, notre rôle est de sortir de notre zone de confort et de nous trouver étudiants avec nos étudiants. Voilà, donc nous avons en général une plus grande habitude, une plus grande facilité. Nous avons davantage appris à apprendre qu'eux. Donc même dans ces situations, nous sommes souvent, nous ne perdons pas, disons, l'avantage. Mais voilà, il m'arrive assez souvent, alors bien sûr, plus les étudiants sont grands, plus ils sont âgés, plus ça se produit souvent. Mais voilà, il m'arrive souvent de dire aux étudiants, mais je suis en train de découvrir comme vous. Et donc, bien entendu, je n'ai pas toutes les réponses. Et je crois que c'est en leur disant ça, en leur disant que parfois aussi nous échouons à les guider dans cet océan de connaissances, parce que nous-mêmes, c'est difficile pour nous d'y arriver, eh bien, je crois que nous leur transmettons un message qui est un message positif, qui n'est pas un message négatif. Alors, il y a un petit nombre d'étudiants qui vont dire oui, ce bouffon, blablabla, il ne sait pas que, etc. Mais ça n'a aucune importance qu'ils le disent, c'est leur problème. Ce qui est important, c'est de leur montrer que personne n'a toutes les connaissances. Et donc, forcément, nous sommes toujours dans un processus de recherche, comme eux. Merci Gilles Lewec. Encore quelques questions, puisque le temps nous le permet. Hélène et Christian, n'hésitez pas, encore quelques questions pour Gilles. Donc, plus qu'une question, c'est une réaction. En fait, toute la partie sur l'indexation des bibliothèques a provoqué beaucoup de remous, notamment venant des documentalistes et disant « mais si, c'est indexé, je sais. Mais oui, il faut apprendre à trouver dans un catalogue et l'information y est. » Voilà. Et alors, si je peux répondre juste sur ce point, je pense que les documentalistes le savent mieux que moi. Leur métier est, parmi tous les enseignants documentalistes, et ceux dont le métier a été le plus impacté par la numérisation de la société. Et donc, je n'ai pas pris les précautions d'usage qui consistaient à dire, à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, les bibliothèques étaient mal indexées, mais fort heureusement, aujourd'hui, nous savons les indexer. Mais si nous savons les indexer alors que la bibliothèque d'Alexandrie était mal indexée, c'est précisément parce que nous avons des outils d'indexation.
Et donc, ce que je disais un petit peu sur notre métier d'enseignant s'applique aussi aux enseignants documentalistes, c'est-à-dire eux aussi ont à réinventer leur métier, et eux aussi d'ailleurs ne m'ont pas attendu pour le faire, elles réinventent tous les jours. Et donc, oui, nos bibliothèques sont mieux indexées que celles du passé, et ça fait partie de cette réinvention. Voilà, Hélène, pour dissiper ce malentendu. Donc, question suivante. La question suivante, alors il y a beaucoup de questions. Je pense que M. Dowek, vous aurez du travail après pour répondre aux questions qu'on n'aura pas le temps de traiter en direct. Je prends la question suivante, c'est celle de Loïc. Comment faire pour que nos étudiants, futurs professionnels, citoyens, que nous souhaitons actifs, productifs, critiques, etc., considèrent l'outil numérique à sa juste place, un moyen davantage qu'une fin? Alors, je ne suis déjà pas d'accord sur l'objectif. C'est-à-dire cette distinction moyen-fin. Bon, bien entendu, elle a une signification, mais elle est utilisée souvent d'une manière un peu déviante pour dévaloriser ce à quoi on attribue le statut de moyen. Et donc, si vous voulez, j'avais juste commencé au tout début de mon intervention par rappeler ça. Il y a un discours qui consiste à dire de toute façon, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains est complètement indépendant des techniques. Les objets techniques ne sont que des moyens, ce ne sont que des outils, et ils ne définissent pas notre humanité. Bon. Et donc, je parlais à un auditoire chrétien la semaine dernière, et j'essayais de leur dire, essayez d'imaginer qu'on n'ait pas inventé l'imprimerie, et qu'on n'ait pas inventé, pardon, excusez-moi, qu'on n'ait pas inventé l'écriture. Essayez d'imaginer à quoi ressembleraient les religions aujourd'hui si on n'avait pas inventé l'écriture. Dans les religions, le livre, enfin, disons, dans les religions qu'on appelle les religions du livre, les religions abrahamiques, le livre joue un certain rôle, d'ailleurs variable en fonction des religions abrahamiques, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, vous voyez bien que nos religions sont elles-mêmes déterminées par des inventions techniques comme l'invention de l'écriture. Donc, je me méfie un peu de ce discours sur le fait que les objets techniques ne sont que des moyens, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de les penser réellement, puisque l'important est ailleurs. C'est l'informaticien qui parle. Exactement. Et c'est même plus que l'informaticien. J'ai un peu une activité en direction de l'enseignement de l'informatique. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enseignements de l'informatique au lycée, alors qu'il y a encore 10 ans, il n'y en avait quasiment pas. Et donc, je me suis un petit peu intéressé à cette bizarrerie, à essayer de convaincre nos ministres successifs que c'était important d'enseigner l'informatique à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. Et je me suis souvent heurté à cet argument qui consistait à dire, mais enfin, l'informatique est un moyen. Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre la mécanique pour pouvoir conduire une voiture? C'est juste un moyen, ça n'a aucune importance. Et j'essayais de leur dire, mais même la voiture, essayez de vous poser la question, à quoi ressemblerait le monde sans voiture? Est-ce qu'il n'est pas un peu utile que les gens comprennent ce qu'est une voiture? Et donc, voilà, il faut faire attention. Autant, je suis entièrement d'accord sur le fait que ce n'est pas les objets techniques qui définissent nos fins. Bien entendu, nous n'avons pas besoin des objets techniques pour définir nos propres finalités. En revanche, il faut vraiment éviter, il me semble, hein, c'est vraiment, là je parle vraiment en tant qu'informaticien, c'est vraiment une opinion que je partage, je pense qu'il faut vraiment éviter cette tentation de résoudre le problème rapidement en disant ce n'est qu'un moyen, finalement, son importance n'est pas si grande. Et je crois au contraire que, si on peut le dire comme ça, que nos moyens déterminent complètement qui nous sommes et la manière dont nous envisageons nos fins en particulier. Et donc, voilà, donc je ne suis pas absolument sûr d'être d'accord. Donc ça tombe très bien. Merci. Parce que j'étais d'accord avec les 3 premières questions, mais je ne suis pas d'accord avec la formulation de la 4e. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Nous sommes dans le débat contradictoire, absolument. Merci pour ce point de vue. Il nous reste exactement 2 minutes pour entendre potentiellement une dernière question afin de respecter notre agenda. 2 minutes pour à la fois poser cette question de la part d'Hélène ou de Christian et pour y répondre, Gilles Dowek. Donc, c'est une question qui a été posée très tôt durant la conférence. C'était sur l'information était considérée comme un bien commun, une question posée par Cécile, et que je rapprocherai en fait d'une remarque de Véronique sur le fait qu'actuellement, il est plus question d'intelligence collective que d'expertise.
Et donc, quelle est votre position par rapport au bien commun et à l'intelligence collective? Bon, alors ça fait peut-être beaucoup pour 2 minutes, mais je vais essayer de répondre à chacune des questions en 1 minute. J'ai un peu répondu sur la question de la propriété. Donc, quand je vous ai dit que les transformations techniques que nous vivions remettaient en cause la notion même de propriété, je ne suis pas allé très loin de vous dire que l'information devait être un bien commun. Alors après, il faut faire un tout petit peu attention. Mon numéro de téléphone n'est pas un bien commun, c'est une information qui peut rester privée. Donc, il faut bien distinguer l'information publique qui doit être un bien commun de l'information privée qui doit rester contrôlée par les personnes dont qu'elle concerne. Mais effectivement, la notion de commun qui revient. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait des fours communs dans les villages. Et puis après, chacun a eu son four chez soi. Et maintenant, on revient à l'idée de bien commun. Et ça, c'est très bien. C'est une très belle idée. Et donc, il faut aller dans ce sens-là pour le maximum d'informations, avec toutes les précautions, bien entendu, de respect de la vie privée et qui vont un peu au-delà du respect de la vie privée. Il y a vraiment des points qui sont sensibles autour de certaines informations qui ne sont pas à diffuser. Et alors, l'autre question était un peu sur la question de la place de l'expertise. Donc, moi, je me suis jamais… Monde d'experts ou monde d'expertise collective, voilà. Oui, ça. donc je crois que l'expertise ne peut être que collective, c'est-à-dire c'est une nécessité. À personne, je crois que j'ai un peu insisté sur le fait que notre cerveau n'était finalement pas si vaste, pas si performant, pas si efficace et qu'on avait besoin des autres et qu'on avait besoin d'outils également. Donc, je crois beaucoup à cette notion d'intelligence collective. Cela dit, il y a une limite aussi ici, une caricature à ne pas atteindre, qui est celle que toutes les opinions se valent. Donc, bien entendu, l'intelligence collective est une intelligence collective quand elle accepte des critères de vérité communs. C'est-à-dire, voilà, si c'est intéressant que nous réfléchissions à la forme de la Terre ensemble, mais en revanche, l'opinion que la Terre est plate n'a pas le même statut que l'opinion que la Terre est sphérique. Alors pourquoi elle n'a pas le même statut? Eh bien simplement parce que à cette question, nous voulons apporter une réponse qui est fondée sur des observations, et les observations nous mènent à une conclusion et non à une autre, et donc ces deux opinions ne se valent pas. Mais une fois qu'on a compris ça, oui, bien sûr, il n'y a pas de bien plus cher que cette intelligence collective qui est permise par les réseaux. Il n'y aurait pas d'intelligence collective sans réseau. Puisse-t-on encore appeler ces deux points des opinions, puisqu'il y a un fait d'un côté probablement et Exactement. une opinion de l'autre. Merci beaucoup, Gilles de Wecq.